Bien, bonjour à toutes et tous ceux qui se sont connectés ce matin pour nous rejoindre sur notre visioconférence. Je suis Christine Desbureaux, dirigeante de la société Expert RH. Alors, le thème de cette visio est la nécessaire reprise d'activité en connaissance de cause. Nos 4 intervenants vont intervenir et je vais laisser Laurence les présenter. L'objectif de cette visio, c'est bien sûr de vous apporter les informations de reprise. Et ces visios que nous mettons en œuvre chez Expert RH sont gratuites. Pour autant, nous souhaitons contribuer activement dans cette lutte contre le virus, ce Covid-19, et nous vous invitons, comme nous l'avons fait, si vous le souhaitez, si vous êtes content de cette visioconférence, eh bien de participer pour le centre hospitalier, pour lequel une cagnotte a été mise en place à l'initiative de l'UPJV pour collecter des fonds afin d'aider les chercheurs dans la recherche pour la lutte contre ce Covid. Alors, je vais maintenant laisser la parole à Laurence qui va nous présenter les intervenants et introduire cette visioconférence. Merci Christine, bonjour à toutes et à tous, merci pour votre présence qui met du sens à notre métier puisque nous sommes à notre 3e conférence sur le thème et à chaque fois donc on évolue en fonction des centres d'intérêt que vous avez manifestés par le biais de vos questions. Aujourd'hui donc on est à quelques jours du déconfinement, en tous les cas si cet après-midi on ne nous annonce pas qu'il y aurait des changements. Donc, on a souhaité associer à notre réflexion des experts, donc experts que vous connaissez déjà dans son domaine, Christine Desbureaux, mais nous avons aussi fait appel au docteur Christophe Voyer, donc, qui travaille au service des urgences d'Amiens, qui va nous donner son éclairage médical, et nous avons fait appel aussi à Maître Desmarques, qui est donc avocat pénaliste et qui va pouvoir nous permettre d'appréhender les contours et les responsabilités pénales de l'employeur par rapport au déconfinement. Donc là, je viens d'avoir un appel du docteur Christophe Voyer qui m'annonce qu'il a une urgence, médecin urgentiste qui a une urgence. Vous le comprendrez bien, ça devient une priorité. Nous avions prévu de mettre les choses dans un ordre, ben on s'adapte et on les met dans un autre ordre. Et dès qu'il sera parmi nous, eh ben, nous lui donnerons la parole conformément au sujet qu'on a décidé de traiter avec lui. Donc, en première étape, c'est très important de resituer les éléments de contexte. Et dans ces éléments de contexte, puisque nous allons déconfiner, qu'est-ce qui s'est passé pendant le confinement? Alors, des chiffres révélateurs sur le confinement qui ont été menés donc par la revue Société avec un sondage à 10 jours de confinement qui montre que 40% de la population, donc on était à 10 jours, exprime un désir de changement après le confinement. Et à 40 jours de confinement, le même sondage met en avant que 87% des personnes sondées expriment ce besoin de changement. Donc, on voit une évolution très, très nette avec particulièrement donc 50% qui veulent changer leurs habitudes de consommation, donc la qualité au détriment de la quantité, et 40%, et c'est le sujet qui nous intéresse particulièrement, remettent en question leur trajectoire professionnelle. Donc pendant cette période de confinement, on l'a vu, il y a eu 3 étapes, 3 phases, on pourrait dire. Une première phase jusqu'à 10-12 jours qui était ce qu'on appelle la phase de sidération, c'est-à-dire que ce confinement a été très brutal et a demandé aux entreprises de s'organiser, de se structurer pour faire face et bien évidemment à cette crise sanitaire. Donc ça, c'est une première phase. Une deuxième phase qu'on a observée à partir de 12-15 jours, qui a été la phase de résignation-appropriation. Cette phase-là, on a accepté la situation, on s'y est adapté par la contrainte en trouvant toutes les astuces possibles et imaginables pour y faire face. Et on s'est approprié d'autres modalités de fonctionnement dans les entreprises, que ce soit le télétravail et tout ce qu'il y a pu y avoir pour faire en sorte, quand c'était possible, que l'activité soit maintenue. Et puis, à partir de l'annonce qui a été faite par le gouvernement d'une date de déconfinement, on voit bien que de l'appropriation, on est passé à ce qu'on appelle l'appropriation anxiété, c'est-à-dire que dès qu'il y a une date de reprise qui a été signifiée, ça a déclenché des questions autour de déconfinement, et vraisemblablement, les psychologues le disent bien, c'était plus facile de confiner que déconfiner, parce que par le déconfinement, il y a toutes des questions autour de la peur
qui sont apparus et qui vont amener l'entreprise à se poser les questions et à mettre en place toute une organisation extrêmement stricte sur l'accueil du salarié pour le protéger et protéger l'ensemble de la société, bien évidemment. Donc, les comportements identifiés dès lors et qui auront des conséquences dans la vie de l'entreprise, ce sont inquiétude, opposition, puisqu'il y a des gens qui résistent et qui ont du mal à accepter l'idée même qu'il va y avoir des contraintes supplémentaires aux contraintes qu'on connaissait auparavant, acceptation, il y a des personnes qui acceptent et qui s'adapteront, et des personnes qui auront envie de changement. Donc, ça va être un mélange de l'ensemble de ces comportements. Et donc, ce qui apparaît très nettement, c'est que les valeurs d'entreprise qui seront indispensables et qui vont recréer du sens à venir travailler s'appuieront sur l'empathie, la bienveillance, la solidarité et le participatif. Comportements d'inquiétude qui sont extrêmement prégnants, des comportements d'opposition avec des personnes qui semblent résister au fait que sortir, ça peut être une prise de risque, des gens qui acceptent et qui mettent tout en œuvre pour que les choses se passent au mieux. Et donc, on voit bien aussi ce qui va dominer, c'est une envie de changement, puisque vraisemblablement, il y a eu un mode de fonctionnement qui a porté forcément des remises en question fondamentales au niveau des habitudes et qui vont être réinterrogées dans le retour dans l'entreprise. Donc, les valeurs d'entreprise qui seront indispensables à prendre en compte, je le rappelle, et qui seront vraiment des éléments déterminants dans la reprise d'activité, c'est l'empathie, la bienveillance, la solidarité et le participatif. Donc, pour l'entreprise, en quelques mots, pour qu'on repère bien notre cadre de discussion, il s'agit de prendre appui sur le besoin de changement pour initier de nouveaux modes de fonctionnement. On le voit bien, on a été capable de prendre des décisions sur des circuits beaucoup plus courts, d'être réactif, d'être agile. Et du coup, il y a un certain nombre d'éléments qui, sous la contrainte, sont intéressants de voir comment ils se sont opérés pour qu'on puisse, bien entendu, peut-être en tirer des éléments de remise en question de certains fonctionnements pour la suite. Pour l'entreprise, il va être indispensable de définir un cadre de référence assez serré, c'est-à-dire, on va en reparler, que ce soit sur l'organisation interne de la protection des salariés, comme sur toutes les communications qui vont devoir être faites pour qu'il y ait des points de repère qui permettent à chacun d'être sécurisé. Le maintien d'une vigilance sanitaire, ce n'est pas demain ou après-demain que ce sera le plus difficile, c'est d'ici 10 ou 15 jours où on peut avoir à un moment un manque de vigilance qui pourrait mettre à plat tout ce qui aura été mis en place par ailleurs. Donc, il faut remettre en cause certaines habitudes, développer l'esprit critique, c'est-à-dire être capable collectivement de repenser le système par rapport à ce qu'on a appris de ce qui vient de se passer, et puis développer l'agilité. Donc, pour les managers au quotidien par rapport à vos salariés, dès que les salariés vont re-rentrer dans l'activité entre guillemets normale, si on peut considérer que c'est une activité dans les mêmes conditions, il va falloir motiver par la proximité. Motiver par la proximité, on l'a déjà évoqué, ça suppose de faire des entretiens d'accueil du retour de confinement pour pouvoir identifier l'état d'esprit des personnes, dans quel niveau d'anxiété elles sont, comment elles ont envie de retravailler et faire en sorte que cet échange individuel puisse permettre de créer le collectif de la suite dont vous avez besoin pour redynamiser les entreprises. Donc, ça veut dire que pour le manager, il va falloir réinventer un mode de fonctionnement parce que ce qui nous amène à aimer notre travail, en dehors de l'intérêt de la mission, c'est toutes les interactions sociales qu'il nous procure. Or là, on voit bien au niveau des interactions, il va y avoir forcément une atteinte dans la manière de pouvoir échanger, s'exprimer, pouvoir à un moment être en relation avec l'autre. Et donc, il va falloir être en contact sans contact, ce qui est quand même quelque chose de presque antinomique. Donc, il va falloir des rituels fédérateurs créés par le collectif autour du manager ou du manager autour du collectif pour inventer un moyen de maintenir ce lien social qui nous anime dans l'entreprise tout en étant dans le respect des gestes barrières. Donc, dans certaines entreprises que j'accompagne, il y a effectivement plein d'inventivité. Ils ont créé des groupes de réflexion avec des slogans, créer le contact sans le contact, où chacun va être un peu force de proposition pour continuer à avoir un vivre ensemble qui crée du lien social,
tout en étant dans un système qui est extrêmement aseptisé et où, avec les masques, les barrières, ben, l'interaction elle est forcément un peu réduite. Donc, il faut se rappeler que derrière un masque, on peut sourire et que même quand on a un masque, on peut regarder l'autre, ce qui sont des éléments importants dans le passage de liens et dans le passage des émotions. Donc, élément très important aussi, ne travaillons pas sur des objectifs trop longs, puisqu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, hein, il y a une incertitude sur la suite. Le docteur Christophe Voyer vous le redira tout à l'heure, la crainte, mais vous l'avez dû l'entendre, elle est qu'il pourrait y avoir une deuxième vague. Donc, elle aura lieu, elle n'aura pas lieu, mais en tous les cas, économiquement, de toute façon, on restera pendant un certain temps dans une zone d'incertitude. Donc, fixons des jalons courts et soyons en mesure de parler sincère et transparent par rapport aux réalités économiques de l'entreprise. Et puis, développer donc le participatif pour responsabiliser et amener le salarié à se rendre utile. C'est-à-dire que le sens qu'il peut avoir au travail fera vraiment la différence. Donc, travailler plus sur une notion de mission que de travail ou de tâche pour délimiter des contours qui prendraient plus sens par rapport aux uns et aux autres. Donc ça, c'était des éléments qui permettent de resituer un petit peu la manière dont les choses vont s'opérer à partir de lundi, et on le sait bien progressivement, puisque certaines entreprises resteront en télétravail, d'autres vont être sur des horaires alternés. Enfin, chacun à votre niveau, vous avez dû organiser déjà les choses. Et donc, ce qui va être très important, c'est de s'assurer donc que l'expression puisse se faire pour que, à partir de cette expression, toutes les variables d'ajustement puissent s'opérer. Et puis, à partir de là, qu'on ait l'audace d'une communication sincère pour faire en sorte que les choses puissent être dites sans catastrophisme, mais avec réalisme, et que ça donne toutes les perspectives et l'envie de travailler pour relever ce défi qui, au-delà du sanitaire maintenant, est aussi économique. Bien, donc ça veut dire que lundi, pour chacun et chacune d'entre nous, il va y avoir un certain nombre d'éléments qui vont devoir être pris en compte. J'avais prévu d'aborder donc avec le docteur Christophe Voyer la question purement santé et sanitaire, mais comme il est retenu sur une urgence, il abordera ce sujet et je vous prie de nous en excuser pour cette petite désorganisation, mais il abordera le sujet donc après, et je vais donner la parole donc à Christine Debureau qui va pouvoir donc elle, à la place qu'elle occupe de conseil en ressources humaines avec son regard d'experte sur le sujet, délimiter les contours indispensables des obligations pour l'employeur et qui, bien entendu, ont des conséquences sur forcément la manière dont les salariés vont devoir s'approprier les choses. Christine, je te laisse donc expliquer les choses et nous donner les éléments dont on attend tous beaucoup d'enseignements. Bien, merci Laurence. Si tu peux juste me faire un signe pour me montrer que tu m'entends bien. Tu m'entends très bien. Alors oui, je prends le relais effectivement sur l'intervention de Laurence. Et aujourd'hui, effectivement, quand on est à la place des RH ou des chefs d'entreprise qui coordonnent cette reprise, on voit passer des informations partout. Alors, trop d'informations tue l'information. Aujourd'hui, on a vraiment des repères qui sont peut-être perdus parce que une grande partie des informations qui nous sont transmises, notamment par le gouvernement, ne sont pas forcément des éléments retranscrits dans le cadre de la loi, mais qui sont plutôt ce qu'on appelle des protocoles ou des préconisations. Et qu'est-ce qui s'impose à nos entreprises par rapport à toute cette information qui est diffusée, et je pense notamment au protocole qui vient d'être, le protocole national de déconfinement qui vient d'être publié ce lundi, qui fait état de mesures, et si vous l'avez lu en totalité, qui parfois même dit tout et son contraire. Alors, on est du coup quand même tenu, à mon avis, de s'attacher quand même à ces dispositions qui nous sont communiquées par le gouvernement. Avant d'entrer dans ces différents dispositifs qui nous sont proposés, peut-être retrouver quelle est notre organisation de travail aujourd'hui et qu'est-ce qu'il nous est demandé de mettre en œuvre dans cette organisation de travail. La première, on nous dit aujourd'hui que le télétravail est même la norme. Hein. Notre ministre du Travail nous rappelle que le télétravail, c'est devenu la norme du travail.
C'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère parce que ça engage quand même les entreprises, évidemment, dans cette organisation de travail, à peut-être devoir le structurer. Aujourd'hui, ce télétravail, on l'a mis en place de manière brutale, sans préparation, sans formalisme, parce qu'on n'y était pas tenu. Dans le cadre d'une crise sanitaire comme celle-ci, on peut placer nos salariés en télétravail. Pour autant, si ça continue dans le temps, il va quand même, à mon avis, devoir le formaliser, structurer, écrire nos chartes de télétravail, peut-être vérifier que nos salariés sont réellement bien équipés pour réaliser ce travail. C'est pas grand-chose, mais juste une chaise de bureau. Je suis pas sûre que tous nos salariés aient une chaise de bureau pour travailler correctement au travail. Ensuite, on a ceux qui travaillent. On a les salariés qui sont restés au travail parce que le télétravail n'était pas possible. Et évidemment, pour eux, pour certains, ça a continué. Certaines entreprises ont fait le choix de ne pas arrêter et de continuer ce travail. Et d'autres ont décidé, peut-être une semaine ou deux après le confinement, de reprendre le travail. Et d'autres commencent seulement à réfléchir à cette reprise. On a ceux qui sont en activité partielle aujourd'hui, partielle ou chômage total même, qui là aussi ont vu leur premier bulletin de paye arriver. Là, je dirais vigilance pour cette situation de chômage partiel, pour ne pas créer de discrimination. On a des salariés qui sont en travail, d'autres en situation de chômage. Et donc, il faut peut-être quand même réfléchir là aujourd'hui, compte tenu de l'intensité que prend cette activité partielle, de ne pas peut-être placer certains salariés en travail et d'autres en télétravail. Il faut peut-être répartir équitablement le travail pour qu'il n'y ait pas de sentiment de discrimination financière notamment, ou de discrimination au travail, parce qu'il y en a qui ont besoin aussi psychologiquement de travailler. Les premiers salariés ont aussi reçu leur premier bulletin de paye, faisant apparaître pour la plupart de l'activité partielle, puisque le gouvernement nous avait préconisé de reporter sur avril l'absence d'activité partielle du mois de mars, aussi parce que beaucoup de mesures sont entrées entre-temps en application pour préciser les modalités de calcul de nos payes. Et les premiers bulletins de paye sont arrivés et on a de suite eu des retours évidemment de salariés qui ne comprenaient pas leur paye, d'une part, puisque quand bien même ils ne la regardent pas toujours, là cette fois ils l'ont regardée, il y avait moins dans le net à payer. Certains ont évidemment perdu, on estime à peu près à 16% la perte de rémunération pour quelqu'un qui est à plus de 11 euros de l'heure. Mais pour certains, c'est bien plus, puisqu'il y a des indemnités qui ne sont pas versées. Je pense au bâtiment, par exemple, on n'a pas versé des indemnités de panier, on n'a pas versé des indemnités de trajet, de transport, et toutes ces sommes ne sont pas maintenues dans le cadre de l'activité partielle. Donc des pertes de salaire sont constatées aujourd'hui. Alors ça provoque deux phénomènes, le salarié qui râle et qui n'est pas content de cette situation, et celui qui veut reprendre le travail parce qu'il est bien conscient qu'économiquement, ça va être compliqué de poursuivre cette rémunération. Et donc, profitons de ceux qui veulent reprendre, évidemment, pour réactiver notre machine économique, parce que si c'est difficile pour les salariés économiquement, c'est évidemment aujourd'hui, et si on se pose la question de cette reprise, c'est aussi évidemment compliqué économiquement pour nos entreprises. Et si on ne reprend pas cette activité, on risque d'avoir aussi des entreprises en réanimation. Ça, c'est évident. Et ensuite, on a les salariés qui sont en garde d'enfants et en confinement parce qu'eux-mêmes exposaient un risque ou une pathologie les exposant au Covid-19. Alors, ces salariés, depuis le 4 mai, sont passés en activité partielle. Donc là, vigilance sur vos services RH, n'oubliez pas de faire vos demandes d'activité partielle ou de faire des avenants à vos demandes d'activité partielle pour augmenter le nombre de salariés concernés et le nombre d'heures dont vous allez pour lequel vous allez demander des indemnisations, puisque je rappelle, dans les demandes d'activité partielle, on a indiqué combien de salariés allons bénéficier et pour combien d'heures. Ces deux cas de salariés n'étaient pas comptabilisés jusqu'à présent dans nos effectifs et dans nos demandes, puisque le gouvernement avait mis un dispositif d'indemnisation au titre de la maladie. Comme il les passe à partir du 1er mai, alors pas 1er mai parce que le 1er mai c'est un vendredi, le samedi, le dimanche, pas d'indemnisation au titre de la CPM puisqu'ils ne sont plus en maladie et ne sont plus indemnisés à ce titre. Donc à partir réellement du 4 mai, ces salariés, vous allez pouvoir demander l'indemnisation de l'activité partielle. Voilà pour la situation à peu près de nos salariés où ils sont en télétravail, ils travaillent ou ils sont en activité partielle ou ils sont en garde d'enfants. Je pense que cette garde d'enfants et cette indemnisation au titre de l'activité partielle des gardes d'enfants prendra fin, à mon avis, fin juin.
parce qu'ensuite, ce sont les vacances scolaires et on est censé s'être organisé autrement. En tout cas, on n'a plus besoin de l'école. Petite information aussi, hein, les salariés qui vont être placés en activité partielle à partir de la semaine prochaine, pour garde d'enfants, ne pourront être indemnisés par vous et par l'État qu'à condition qu'ils fournissent un document de l'école attestant que l'école ne peut pas accueillir leur enfant. Et donc là, on est un petit peu évidemment en difficulté parce que si vous sondez aujourd'hui vos salariés, pour la plupart, et pour beaucoup en tout cas, enfin pour l'avoir fait chez nous et dans d'autres entreprises, ils ne veulent pas remettre leurs enfants à l'école. Donc là, on est confronté à une problématique juridique parce qu'ils ne pourront pas produire cette attestation indiquant que l'établissement est fermé. Et vous, parallèlement, vous n'êtes pas censé les indemniser puisque l'école peut accueillir leur enfant. Donc, il n'est plus justifié qu'ils gardent leur enfant à domicile. Donc ça va forcément faire débat au cours des prochaines semaines et on en reparlera très certainement puisqu'il est prévu de refaire une visio avec les mêmes intervenants au cours des 15 prochains jours. Et donc, on sera avancé dans cette situation de déconfinement et on aura probablement réponse à ces différentes questions. Ensuite, il est évident qu'aujourd'hui, sur cette reprise, comment on doit la coordonner? On doit d'abord la coordonner avec nos représentants du personnel, mais pas que. Comme le disait Laurent, je pense qu'il faut créer du collectif et tout le monde a envie, on l'a vu hein, dans ce confinement, tout le monde a envie d'apporter sa pierre au fonctionnement, alors au dysfonctionnement de l'entreprise, mais aujourd'hui à la remise en route économique de nos entreprises. Et donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter à élargir les intervenants qui vont coordonner avec vous la reprise d'activité. Pour les chefs d'entreprise qui sont présents, je pense qu'il faut s'attacher à ne pas le faire seul. Il faut vraiment le faire avec les salariés. D'abord parce qu'ils vont tout de suite vous remonter leurs peurs et quelles sont leurs problématiques de reprise. Et ce sera un bon moyen immédiatement de travailler avec eux sur les actions. Et je pense que toute action qui sera prise, si elle est prise avec le collectif, forcément permettra de faire adhérer les salariés, notamment sur les distanciations sociales, les choses comme ça. On va devoir apprendre à vivre avec de nouvelles règles dans l'entreprise. Hein. C'est des nouvelles règles qu'il va falloir apprendre et à acquérir. Donc le CSE, attention, ne l'oubliez pas, il est important. Et puis le CSE a emporté le rôle de notre ancien CHSCT, qui est maintenant le C2SCT, qui règle les problématiques de santé et de sécurité au travail. Donc les réunions, on va les organiser, les structurer. En plus de ces réunions, vous avez aujourd'hui des guides. Alors des guides qui sortent, on a des guides métiers. Pour ça, le gouvernement, je trouve qu'ils ont plutôt bien travaillé. Sur un lien que je vais vous partager en commentaire, vous avez un guide qui nous est proposé, enfin des guides métiers, qui nous permettent aujourd'hui, en fonction des différents de vos emplois aujourd'hui occupés, de définir un cadre de reprise d'activité et de sécurisation de vos salariés. Donc ça, c'est un point important. On a ce protocole national qui nous a aussi été publié lundi. Et puis, on a aussi les branches aujourd'hui qui diffusent et qui commencent à rédiger des guides. Et les premiers guides qui sont sortis ou les premiers accords qui sont sortis de nos branches concernent les congés payés. Parce que, vous l'avez lu hein, dans les précédentes semaines, possibilité d'imposer des congés payés à nos salariés à la condition de signer un accord. Qui dit signature d'un accord dit avoir des représentants syndicaux qu'on n'a pas toujours. Et donc, les branches, c'est le cas de celles du sport, de la métallurgie, de la bijouterie et de l'immobilier, qui ont, au cours déjà lundi, sorti leurs accords permettant aux entreprises de coordonner la prise de congés de manière anticipée, sans respecter ce délai de 2 mois qui est impératif, et 1 mois, je dirais aujourd'hui, puisque en cas de crise sanitaire, on peut réduire à 1 mois le délai pour imposer des congés. Donc ça fait partie des outils qui vont vous permettre de coordonner la reprise et peut-être de passer des salariés de garde d'enfants en congé payé parce qu'ils ne justifient pas notamment d'une école fermée. Ensuite, on va privilégier aussi dans les entreprises la formation. Dans ce protocole national, on nous dit que les mesures collectives doivent être privilégiées. Alors ça fait écho évidemment à ce qu'on a pu entendre au cours des précédentes semaines. Ils doivent être privilégiés, ces protections collectives. On doit leur donner la priorité avant les mesures de protection individuelle. Alors là, on se demande s'ils ne gèrent pas leur stock encore hein, de masques, etc. Mais c'est ce qui est écrit en tout cas dans ce protocole. Même si aujourd'hui, il me paraît évident, moi, que la fourniture de masques est indispensable. Évidemment, on a tous déjà notre gel hydroalcoolique,
On va tous mettre en œuvre de quoi faire en sorte que les salariés puissent se laver les mains, mais le masque me paraît indispensable. En tout cas, l'entreprise qui ne fournirait pas de masque à ses salariés pourrait quand même, enfin, je pense qu'il y a des risques pénaux et Maître de Marque nous en parlera après. Attention. Moi, je vais plus loin dans cette démarche, je vais jusqu'à faire nettoyer les masques. Aussi parce que si vous utilisez des masques en tissu, bien, on n'est pas à l'abri que le salarié soit ne renouvelle pas son masque suffisamment. Ça, le docteur Boyer nous en parlera sur le renouvellement du masque, mais aussi ne l'entretient pas correctement. Et je pense que c'est un message fort qui est de dire, eh bien, on vous fournit les masques. À titre d'exemple, nous, les masques, ils nous ont coûté 95 centimes. Ils sont à coudre, donc il faut les coudre. Il y a une société à Amiens qui est la société CET25 qui fournit ces masques. Ils sont à coudre, certes, mais 95 centimes à côté d'un contentieux pénal, je pense que ça n'est rien. On doit aussi, et c'est rappelé dans le protocole, on nous dit dans ce protocole que l'État a fait un travail d'information sur les gestes barrières, mais l'employeur doit également être le relais de ces gestes barrières. Ce qui sous-entend aussi que vous devez former vos salariés, alors c'est des gestes peut-être tout bêtes, hein, à se laver les mains, à correctement se laver les mains, à correctement porter le masque, à correctement enlever le masque et à apprécier ces nouvelles distanciations sociales. Comment on va vivre ensemble en respectant ces distanciations sociales et puis en communiquant de manière non agressive, en recevant de manière non agressée les messages qui nous sont donnés quant à la distanciation sociale. Alors pour ça, chez Expert RH, on a dû booster notre fonctionnement sur la formation puisque les formations se sont arrêtées au 16 mars. Donc, on a mis en place notre plateforme de e-learning et sur cette plateforme de e-learning, aujourd'hui, on propose à nos clients deux vidéos qui portent sur l'une, le lavage des mains et le port de masque, et la deuxième sur la distanciation sociale. Et là, l'avantage du e-learning, c'est de permettre à nos clients de justifier qu'ils ont formé leurs salariés à ces gestes barrières. Et donc, on répond parfaitement à ce protocole qui est d'assurer la formation et la continuité de la formation et de l'information de nos salariés. Ensuite, sur la prise de température, le protocole nous en parle quasiment au moins, on en parle presque à toutes les pages. On nous dit qu'on ne peut pas prendre la température, que ce n'est pas recommandé dans l'introduction. Et ensuite, il nous délivre tout un document complet qui fait 1,5 pages sur l'utilisation de la prise de température. Et nous disent, en tout cas, si vous le faites, en tout cas, on ne vous le préconise pas, ça ne doit évidemment pas être recensé sur des registres. On n'a pas le droit de noter la température des salariés et leur nom. On peut, semble-t-il, prendre la température, mais pour ça, il faut mettre en place obligatoirement une information, en tout cas le dispositif de prise de température dans votre règlement intérieur. Et ils ont même adapté, alors c'est le protocole qui l'adapte, ce n'est pas la loi pour l'instant, une possibilité d'appliquer immédiatement la modification de ce règlement intérieur. La seule obligation, c'est bien sûr d'en informer le CSE, de transmettre, comme vous avez l'habitude de le faire, votre règlement intérieur au tribunal du Conseil des prud'hommes et à la direction du travail. Mais vous n'avez pas ce délai de 30 jours qui s'impose habituellement aux entreprises pour appliquer les nouvelles dispositions du règlement intérieur. Pour autant, soyez très vigilants dans l'utilisation et on nous dit aussi que les détecteurs de température sont interdits aujourd'hui dans nos entreprises, les détecteurs automatiques à l'entrée. Donc voilà, soyez très prudents dans cette démarche et un salarié pourrait tout à fait s'opposer à la prise de température. Là aussi, dans ce protocole, on nous dit que les juges jugeront si effectivement il avait le droit de refuser ou non. En tout cas, vous serez condamné à le payer. Quand il aurait dû repartir chez lui parce qu'il s'opposait à cette prise de température, vous seriez contraint de le rémunérer. Un autre point important, une fois qu'on a sécurisé nos périmètres, évidemment mis en place l'organisation de travail, les plannings peut-être décalés, je pense qu'il faut également penser à tracer toute cette mise en place. Je pense par exemple dans les bureaux, si vous décidez, ou dans les salles de réunion, que votre salle de réunion ne peut comporter que 4 personnes, eh bien c'est quelque chose qu'il faut afficher sur la porte de réunion pour indiquer que cette salle ne pourra pas comporter, le temps de cette crise sanitaire, plus de 4 personnes. Là aussi, on va prendre des photos de ces documents qui auront été portés sur nos portes pour prouver qu'on a mis en place des choses. On va mettre aussi à jour des documents juridiques de l'entreprise. Alors, on va mettre à jour notre document unique d'évaluation des risques.
puisque c'est un document qui va retracer tout ce que vous avez mis en place pour limiter la contamination. Moi, je vous invite à je disais que le document unique, c'est un document à mettre à jour. Pour autant, moi, je suis plus pour une annexe au document unique. C'est dans le document unique, mais on fait une annexe Covid parce que cette crise sanitaire, peut-être que dans 3 mois, on ne va plus en parler, j'espère. Mais peut-être qu'encore dans 1 mois ou 2, on aura peut-être... Ah non, c'est parce qu'il est branché. S'il vous Il y a plaît. Pro qui est allumé et c'est impossible de parler en même temps. Donc, si quelqu'un pouvait couper son micro, là, je ne peux pas avoir de contrôle là, sur ce point. Donc, une annexe au document unique qui traite du Covid et qui va recenser tous les dispositifs qui ont été mis en place pour sécuriser les salariés. Pensez aussi que ce document doit comporter aussi les entreprises extérieures qui interviennent chez vous, qui font parfois l'objet soit du document unique, mais aussi d'un plan de prévention. Ce plan de prévention pour les sociétés extérieures doit aussi être mis à jour. Et vous devez communiquer également en amont pour ces entreprises les dispositions que vous avez mises en place et les préconisations qui doivent être faites et engagées par les salariés qui vont intervenir dans vos entreprises et qui ne sont pas vos salariés. Je pense aussi à toutes les entreprises qui sont certifiées pour les normes ISO ou autres normes. Là aussi, on a des process à mettre à jour pour démontrer, là encore, qu'on a mis en place des dispositifs. Les obligations des salariés par rapport à ce déconfinement, chaque salarié doit mettre en œuvre tous les moyens pour préserver sa santé et sa sécurité et celle d'autrui. Ça, c'est un article du Code du travail. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, cette phrase. C'est l'article 4122-2 du Code du travail. Et donc, ces salariés doivent respecter toutes les mesures que vous-même vous avez mises en œuvre. Donc, ils doivent respecter les mesures et ils ne peuvent pas y échapper. Là aussi, je pense qu'il est important pour les entreprises de faire des rappels à l'ordre aux salariés qui ne respecteraient pas ces mesures. C'est aussi un moyen de preuve d'apporter, en cas pour le contentieux futur, dont nous parlera Maître de Marque, d'apporter la preuve que vous avez agi face à des comportements qui n'étaient pas normaux et des mesures qui n'étaient pas respectées, que vous aviez pourtant demandé à vos salariés. Donc, alors on ne va pas sortir l'arme de l'avertissement, mais au moins un rappel à l'ordre, écrit, remis au salarié, lui rappelant qu'il doit respecter la distanciation, se désinfecter les mains quand il va à la machine à café, parce que ça fait partie de la procédure qui a été mise en place. Avant de toucher à la machine à café, il doit se désinfecter les mains, comme il doit le faire peut-être après, en fonction des mesures que vous aurez prises. On parle aussi beaucoup du droit de retrait. Est-ce que nos salariés ont le droit d'utiliser ce droit de retrait dans la situation actuelle de l'épidémie? L'employeur ayant procédé à l'évaluation des risques liés au maintien de son activité et se fondant sur cette évaluation, il a mis en place toutes les mesures de prévention adaptées. Le droit de retrait ne devrait donc pas s'exercer. Alors cependant, vous le savez, on aura évidemment des salariés qui vont nous dire « moi j'opère un droit de retrait, etc. » Là encore, c'est les juges qui apprécieront si il était bien fondé pour ce salarié d'exercer ce droit de retrait. Je dirais on n'a pas d'armes contre ce droit de retrait. Vos propres armes en entreprise, c'est vos protocoles, ce que vous avez mis en place, vos plans de reprise, tout ce que vous avez écrit, tout ce que vous avez remis à vos salariés contre des charges, permettront de vous défendre demain devant un contentieux contre un droit de retrait. Concernant les mesures de protection également des dirigeants, aujourd'hui, la défense des dirigeants, elle passe par la preuve. Devant les tribunaux, aujourd'hui, il faut apporter la preuve. Il faut apporter la preuve contraire, il faut démontrer qu'on a fait. Donc, j'invite, moi, les entreprises, évidemment, à former leurs salariés sur les gestes barrières. Ça me paraît indispensable. Vraiment, quand bien même les spots télé passent tous les jours, vous avez peut-être remarqué dans vos entourages, on ne regarde plus la télé parce que c'est tellement désagréable d'entendre tout ce qu'on entend qu'on finit par s'exclure de ces spots télé. Donc, assurez vous-même, employeur, les gestes barrières et la formation à ces gestes barrières. Formalisez les aménagements d'horaires. Aménager les bureaux, notamment les open space pour qu'il y ait un peu moins de monde. Pour les salles de restauration, on enlève une chaise sur 2. Dans le protocole, on nous dit aussi que sur les salles de réunion, les salles communes, on devra opérer un comptage des personnes, c'est à vérifier. Si vous avez décidé que seulement 20 personnes pouvaient entrer dans la salle de restauration, vous devez quasiment mettre quelqu'un à la porte pour vérifier qu'il n'y ait pas plus de 20 personnes.
Donc c'est contraignant évidemment, mais c'est nécessaire. Les autres préconisations que nous on demande et on propose à nos clients, c'est un constat d'huissier. Le constat d'huissier, alors quand on parle tout de suite constat d'huissier, on se dit oh là là mon Dieu, pourquoi un constat d'huissier? Je pense qu'il faut le voir d'abord comme un outil de communication avec vos salariés, avec vos clients. Nous, on est un organisme de formation. On va faire constater par huissier, puisqu'on peut reprendre à partir de lundi les formations. On va faire constater par huissier que nos installations sont conformes pour rassurer nos clients et rassurer évidemment les stagiaires de nos clients qui vont se rendre chez nous en formation. Donc, vraiment, voyez-le plutôt comme un outil de communication aujourd'hui pour rassurer et pour aussi vous rassurer, vous, chef d'entreprise, de ce qui a été mis en place. Alors nous, on a négocié avec un huissier sur Amiens. On est sur une intervention forfaitaire de 300 €. Là encore, pour moi, le coût, c'est rien à côté d'un contentieux. Donc, voilà pour en tout cas les mesures de protection que moi, je peux vous préconiser aujourd'hui. Et je vais donc passer la parole à Maître Demar qui va nous en dire plus sur ces mesures de protection. Ça y est, je vous annonce donc le docteur Christophe Voyer est parmi nous. Donc Christophe, vous pouvez rallumer votre caméra, votre micro pour qu'on puisse… voilà. Là, c'est bon? Oui, alors on ne vous voit pas pour l'instant, mais je pense que… bon, ça va peut-être venir… Christine, tu le vois? Non, mais je pense qu'en parlant, le docteur Boyer va apparaître à l'écran. D'accord. Donc, merci Christine pour toutes ces riches informations. Je pense que ce qu'on retient quand même, c'est que voilà, il y a une situation qui s'impose aux entreprises et qui est donc liée au départ à une crise sanitaire, ce qui va me donner l'occasion donc de donner la parole au docteur Christophe Voyer pour qu'il nous resitue un petit peu, puisqu'on parle de l'après-confinement, peut-être réexpliquer un petit peu les éléments de contexte, notamment qu'est-ce qui fait qu'on a été confiné et qu'on en est là aujourd'hui. Donc, docteur Voyer, je vous laisse la parole. Je vous remercie. Je suis sincèrement désolé du retard. J'ai pris votre présentation en cours. Je vous remercie pour votre invitation. Et donc, je voulais rappeler un certain nombre de choses et rappeler que cette crise qui est particulière, tout d'abord, va être longue dans le temps et que je trouve qu'on vit une expérience absolument formidable qui va nous permettre de mettre en place des process sur des plus longs termes qui ne pourront être que bénéfiques pour tous. Et je pense que ça, c'est important de le dire. J'entends beaucoup dans les discours, beaucoup de contraintes, mais on oublie que ces contraintes ont un but et un but d'améliorer quand même la situation actuelle et la situation future. Je voudrais juste revenir un tout petit peu en arrière sur le confinement. Vous avez tous suivi dans les médias le but du confinement, mais on a peut-être un petit peu oublié l'objectif initial. Si vous vous souvenez, quand la crise a commencé, la problématique majeure était liée à d'abord que ce virus était inconnu et qu'on devait protéger notre système de santé. Recule-toi comme quand… Parce qu'on ne savait absolument pas ni transmettre. C'est mieux? Voilà. Ni… Vous m'entendez? Ah. Est-ce que je ne sais pas si vous m'entendez? Oui, c'est bon, là, on vous entend. Voilà. Donc oui, je disais que initialement, quand la crise a commencé, le virus était inconnu et il fallait absolument que l'on préserve le système de santé pour pouvoir prendre en charge l'ensemble des patients qui auraient pu présenter une pathologie Covid. Et que si vous vous souvenez, on montrait énormément cette courbe où il y avait un pic d'activité et qu'on mettait en place le confinement pour écraser cette courbe et pour la lisser dans le temps pour pouvoir accepter tous les patients. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a réussi, c'est-à-dire que le confinement a réussi à lisser cette courbe, mais que maintenant le discours tout d'un coup a dévié et que la problématique actuelle n'est plus de préserver le système de santé, mais de ne pas attraper le virus. Et là, je pense qu'il est important que tout le monde comprenne que les mesures qu'on est en train de prendre ne nous empêcheront pas forcément d'attraper le virus.
on est toujours dans un système de protection du système de santé, mais que le virus, n'en déplaise, on va probablement tous l'attraper, en tous les cas, la plupart d'entre nous vont le croiser avec un risque de l'attraper. Donc ça veut dire que tout ce qui est en train d'être mis en place en ce moment, il va falloir qu'on soit conscient qu'on ne pourra pas à 100% ne pas l'attraper. Ce qui veut dire qu'il va falloir être clair. Les mesures qui sont prises actuellement, elles sont faites pour qu'on puisse préserver les personnes qui sont à risque, et on sait que maintenant, les personnes âgées et certaines personnes qui ont des pathologies particulières sont à risque. Donc, c'est important dans la communication de bien repositionner que ces mesures barrières qui vont être prises ont évidemment un objectif de limiter la circulation du virus, mais ne pourront pas l'empêcher complètement, et qu'à un moment, le virus peut parfaitement être attrapé sur son lieu de travail, mais également à son domicile. C'était la première chose que je voulais rappeler, et c'était important. Donc, il va falloir qu'à un moment, on accepte ce risque. Alors, la deuxième chose, c'est qu'est-ce qui va se passer au moment de la reprise. Très rapidement, il faut être également clair que toutes les mesures barrières sont maîtrisées de tous. Alors, j'entends que oui, il y a des vidéos à mettre en place, il y a au départ des actions à mener pour rappeler les mesures barrières. J'ai entendu également sur les masques, et j'y reviendrai juste après. Mais ces choses-là, très rapidement, vont se mettre en place, et je crains que vont devoir être pérennes pour un certain nombre de mois. Ce qui veut dire que toutes les actions qui sont mises en place doivent être bien réfléchies, parce que on voit bien que le confinement, on le tient parce qu'on donne une date d'échéance. Là, toutes les mesures que vous allez devoir prendre, on craint de partir au minimum pour 6-8 mois, voire 1 an, avec, et je ne trahis pas de secret, le risque d'une deuxième vague. Donc, ça veut dire que là, je pense que le challenge pour l'employeur est en effet initialement de rappeler ces mesures barrières, de mettre en place les mesures de protection des masques, mais c'est surtout au quotidien, dans les semaines qui vont suivre, de régulièrement réinjecter, revacciner tout le monde. Et je pense que ça va être une culture d'entreprise à un moment qui va se mettre en place, et que ces rappels initialement seront peut-être faits par le chef d'entreprise, mais qu'à un moment, je pense que ça sera collectif, et que ça ne sera plus que seulement au chef d'entreprise d'assurer cette poursuite de sécurité, parce que il faut absolument que ce soit une dimension qui soit collective. Il ne faut pas oublier que la décision, les mesures qui sont prises par le chef d'entreprise ne sont pas pour protéger son entreprise, mais pour protéger l'employé. Donc, ça veut dire que ça appartient à tous. Donc, je pense que là également, j'entends dans les discours beaucoup de responsabilités sur l'employeur, mais je pense que la responsabilité, elle est partagée également avec l'employé, et que très rapidement, il faut que la barrière tombe entre l'employeur et l'employé. Il y a encore un problème de son. On est tous des… Excuse-moi. C'est mieux? Vous me réentendez? Oui, c'est bon. Oui. Et donc, je disais que ce qu'il faut très rapidement mettre en place, c'est que toutes ces mesures sont des mesures que l'on doit partager ensemble, tous ensemble, pour que notre société puisse protéger les personnes âgées. Et ça, je pense que c'est fondamental, les personnes âgées et les personnes à risque. Voilà, c'était juste les réflexions qui venaient à l'esprit. Alors, sur les masques, j'ai entendu Madame de Bureau parler des masques. Je crois qu'il est très rapidement et très important de rappeler qu'un masque, sa protection est de 5 heures, entre 4 et 5 heures. Ça veut dire que fournir les masques, je pense que c'est une évidence. Mais de bien rappeler, et ça va être toute la difficulté, et c'est pour ça que ça doit être collectif, c'est qu'au bout de 4-5 heures, il faut qu'il y ait quelque chose qui, au départ, dise au fait, ça fait combien de temps que tu as ton masque? Est-ce qu'il ne faut pas que tu le changes? Voilà.
c'est pas simplement en arrivant le matin et puis après on oublie toutes les mesures dans la journée. Ça va être cette difficulté, c'est de les rappeler régulièrement. Et une des choses qui est fondamentale, c'est rappeler que le port du masque, avec la solution hydroalcoolique, protège à plus de 95% du virus. C'est-à-dire que là, on a un peu l'impression qu'il faut mettre toutes les mesures en place pour essayer de créer un bunker. Et si je peux encore rajouter des mesures d'isoler, de mettre 3 mètres autour des gens, de mettre 2 masques, de mettre des lunettes, de mettre des gants, et puis en plus, on pourrait doubler les vitres, et puis en plus, on pourrait… Je veux dire que non, ce qui protège du virus, c'est le masque plus la solution hydroalcoolique. Et en faisant ces simples… Et la distanciation de 1 mètre. Oui, la distanciation sociale d'1 mètre. Si on met ces simples mesures en place, on se protège à plus de 95%. Et je pense que ça, c'est atteignable par tous. Et donc, la difficulté là que j'entends quand on dit il faut faire une salle de réunion, on peut être que 4, mais si une société a besoin de se réunir, parce qu'il y aura des moments où vous serez contraint de vous réunir peut-être à 5, je pense que de rappeler qu'on fait de la distanciation sociale, on se met dans la pièce, on s'écarte de la table, on se frotte les mains sur une solution hydroalcoolique et on met un masque qui a été porté moins de 4 heures, vous êtes protégé à 95 voire 98%. Donc, ce qui m'inquiète, et j'ai les mêmes problèmes, on a les mêmes difficultés à l'hôpital, c'est il y a ce qui est réalisable et après la réalité de terrain qui va se réimposer. Et je pense qu'il est important de retourner sur les fondamentaux et de rappeler que le Covid, moi j'ai un fol espoir de la gastro-entérite cet hiver ou de la prochaine grippe. Nous on est en train de regarder simplement en utilisant la solution hydroalcoolique, un masque et une distanciation. Je pense que ce n'est pas simplement contre le Covid qu'on va se battre, mais qu'on va se battre contre toutes nos infections qui nous perturbent la vie tout au long de l'année, et je redis, la gastro-entérite ou la grippe. Donc, en fin de compte, je pense que c'est un excellent levier, c'est une excellente approche de pouvoir mettre toutes ces procédures en place. Sur je ne mettrai pas d'avis sur laver les masques, qui doit les laver. Par contre, je pense qu'il est important que l'employeur s'assure que le matin, la personne qui arrive avec un masque est bien un masque qui vient d'être mis. Parce que la pire des choses, c'est la fausse réassurance de voir quelqu'un avec un masque et de se dire je ne risque rien. Si quelqu'un porte un masque pendant 12 heures, c'est presque pire il vaut mieux l'enlever. Je veux dire, voilà, c'est-à-dire qu'un masque doit être porté pendant 4 à 5 heures. Donc, le matin, je pense qu'il est important de s'assurer que celui qui arrive a son masque, vient de le mettre et qu'il est propre. Ça, je pense que c'est une chose importante. Voilà, donc c'est les grandes choses. Alors, est-ce que vous voulez que je fasse juste un point rapide sur les PCR et les prélèvements? Alors, juste avant d'aborder… Docteur Boyer, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Voilà. Juste avant d'aborder ce sujet, il y a une question parce que ça avait été évoqué par Christine juste avant, et d'ailleurs, je la soumettrai après à Maître Demarque, sur la question de la température. Est-ce que c'est judicieux ou pas, puisque comme le rappelait Christine, dans les différents protocoles qui sont préconisés, c'est un sujet qui est évoqué. Quel est votre avis sur ce point avant d'attaquer le point que vous vouliez aborder? Je pense que la prise de température est un acte technique simple, mais dans notre langage, il y a beaucoup de faux positifs ou de faux négatifs. C'est-à-dire que prendre la température de manière isolée n'apporte pas, je trouve, suffisamment de sécurité pour pouvoir s'appuyer pour prendre une décision dessus. Et ce dont j'ai peur, c'est il y a plein de faux, ce que nous on appelle des faux positifs. Je vais donner un exemple concret. Vous arrivez en courant, vous arrivez en vélo le matin, vous avez fait un effort, je vous prends la température en arrivant, on va avoir une température un peu élevée. Est-ce que c'est suffisant pour dire qu'il y a un risque? Voilà, je veux dire que le signe clinique de la température isolée me paraît difficile
pour un non-professionnel d'être un élément suffisant pour prendre une décision? Ton micro n'est pas activé, Laurence. Voilà, donc très bien, merci. Et sur donc le point que vous vouliez aborder là. Oui, alors c'est une question, alors pour avoir déjà partagé, c'est une question qui va revenir très souvent, c'est pourquoi je ne me fais pas tester? Est-ce que je dois faire une sérologie? Alors, je voulais juste faire un tout petit, je vais être très très bref. La politique du gouvernement actuellement est un dépistage avec la PCR. La PCR, ce que vous avez entendu, c'est ce qui va permettre de savoir si on est porteur du virus. Ça, c'est la politique du gouvernement actuel qui va donc proposer une PCR à chaque patient qui va présenter un signe clinique. Ce qui va permettre, par un tracing, de croiser les informations et de pouvoir détecter de manière très rapide un endroit, donc une société, où il y a plusieurs patients qui présentent des signes de PCR positifs, de Covid positifs, et de pouvoir, à ce moment-là, déclencher un prélèvement de l'ensemble de la société pour pouvoir identifier les patients qui sont porteurs. Donc ça, c'est le process que le gouvernement est en train de mettre en place, qui est indépendant de tout, c'est en route, et donc il est possible qu'à un moment, il y ait une campagne de prélèvement dans une société pilotée par le gouvernement, enfin pilotée par la Caisse primaire d'assurance maladie, avec l'arrêt de travail qui va avec. La sérologie, on va vous poser également la question, est-ce que l'on doit se faire une sérologie? Il est très clair qu'à l'heure actuelle de nos connaissances, la sérologie ne permet de donner qu'une seule information, on a été en contact avec le virus. La deuxième question que l'on nous pose immédiatement derrière, c'est est-ce que je suis encore immunisé et est-ce que je suis encore contagieux? Il est impossible à l'heure actuelle de répondre à ces questions. Donc ça veut dire que si quelqu'un décide de faire une sérologie, on peut décider, là il y a des laboratoires en ville qui pratiquent des sérologies, je vous alerte, attention à ce que l'on fait du résultat. Le résultat, si vous êtes positif, ça veut dire que vous avez croisé dans les 2-3 derniers mois le virus. On ne sait absolument pas si le virus est encore en vous ou pas, ça on ne peut pas le trancher, et on ne peut pas vous dire si vous ne pouvez pas le rattraper. Voilà, c'est juste qu'il faut être bien clair, ne pas mettre d'énormes espoirs dans cette sérologie. À l'heure actuelle, ça va évoluer, mais à l'heure actuelle, la sérologie ne permettra pas de dire « bon, je ne suis pas contagieux, je ne crains rien, je l'ai croisé, je peux faire ce que je veux ». Juste à ce petit point de la sérologie. Par contre, la PCR, elle, le programme gouvernemental, va permettre en effet d'affirmer que le virus, on est porteur du virus. Alors, si je vais un tout petit peu plus loin, pourquoi si 3 ou 4 personnes dans une entreprise ont une PCR positive, il faut faire tester tout le monde, alors qu'il n'y a que 3-4 personnes qui ont des signes cliniques? On retombe sur la discussion que l'on a vue antérieurement. Il y a des porteurs sains, c'est-à-dire qu'il y a des porteurs qui ont le virus mais qui n'ont pas de signes cliniques. À ce moment-là, ces porteurs sains seront détectés et seront évidemment mis en confinement comme les porteurs qui ont des signes cliniques pour éviter la diffusion du virus. J'espère avoir été clair. Merci beaucoup. Donc, vous avez délimité le contour donc, de votre spécialité. Je vais donner la parole, et je vous en remercie bien sûr, je vais donner la parole à Maître de Marc pour qu'il puisse rebondir alors, sur toutes les questions autour de la responsabilité, parce qu'on le voit bien dans notre discours, il y a quand même, bon, il y a ce qui est de l'ordre de l'individuel et il y a ce qui est de l'ordre du collectif. Et après, il y a le salarié donc, qui doit avoir effectivement donc, tout l'outillage, je dirais, pour être protégé et jusqu'où finalement la responsabilité de l'employeur serait encourue par rapport à tout ce qu'on a évoqué. Le docteur Boyer nous parlait de la prise de température. Est-ce que sur le plan, je dirais,
légal ou respect, je dirais, des libertés, ça vous paraît acceptable qu'il y ait des prises de température? Parce que là, on voit qu'on touche à des éléments qui sont quand même plus de l'ordre de, je dirais presque de l'intimité. Maître de Marc, à vous la parole. Merci. Merci. Je rejoins totalement Christine de Bureau au niveau responsabilité pénale sur l'analyse juridique qu'elle a faite. Je pense que vraiment les deux mots qui ont été employés, qu'il s'agisse de tracer et de sécuriser, sont vraiment les deux impératifs qui vont s'imposer aux chefs d'entreprise dans les semaines, voire dans les mois qui vont venir. Je pense qu'au niveau responsabilité pénale, la gestion de ce virus dans nos entreprises, au cœur de nos entreprises, va être un véritable défi pour les dirigeants, parce que ce qu'il faut bien comprendre au niveau juridique, c'est que la crise qui nous occupe actuellement trouve sa place aujourd'hui dans un contexte législatif qui a évolué depuis quelques années. Qu'il s'agisse de la loi Sapin 2, de la loi PACTE, du devoir de vigilance, on est de plus en plus, lorsque l'on est chef d'entreprise, coupable, ou en tout cas notre responsabilité pénale est recherchée pour ne pas avoir fait ce qu'il fallait. Alors qu'auparavant, on était dans un système qui consistait à dire vous avez commis une faute et vous êtes coupable de cette faute que vous avez commise. Aujourd'hui, en tout cas depuis 5 ou 6 ans, on est dans une logique qui est totalement inversée et on est, j'allais dire, dans une espèce de logique de conformité totalement nouvelle. Ce qui est d'ailleurs parfois un peu compliqué à faire comprendre aux dirigeants, aux chefs d'entreprise que je conseille ou que je défends, parce qu'on est sur un système de prévention qui est beaucoup plus, j'allais dire, beaucoup plus flou. Pour vous donner, moi, mon cas personnel, je suis avocat pénaliste depuis 20 ans. Il y a 20 ans, le risque pénal du dirigeant, c'était, pour parler clair, 70% d'accidents du travail, 30% d'abus de biens sociaux. Depuis un certain temps, depuis 5-6 ans, vous avez une explosion des risques psychosociaux. C'est le harcèlement, vous avez, tout le monde connaît l'histoire de France Télécom, et la crise Covid qu'on vit aujourd'hui, c'est l'émergence d'un nouveau risque pénal pour le chef d'entreprise qu'on pourrait appeler le risque sanitaire. Alors, pour fixer le débat, j'allais dire, sur un strict plan juridique, l'article, le texte législatif qui pourrait asseoir les poursuites d'un chef d'entreprise, c'est l'article 223 du Code pénal, c'est la mise en danger délibérée de la vie d'autrui. Alors, ce qu'il faut bien garder à l'esprit, indépendamment, et je rejoins Christine de Bureau, sur l'espèce de bilan coût-avantage, quel est le risque pénal qui est encouru? Il faut quand même comprendre qu'un chef d'entreprise qui est déclaré coupable de cette infraction, l'amende maximale est quand même de 75 000 € d'amende, ce qui n'est pas neutre, avec un certain nombre de peines accessoires qui ne sont pas davantage neutres, puisque ça peut aller jusqu'à l'interdiction professionnelle, donc l'interdiction de gérer. La mise en danger délibérée de la vie d'autrui, elle suppose de caractériser une violation délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité qui est imposée par la loi ou les règlements. Et la difficulté majeure, et je rejoins ce que disait tout à l'heure le médecin, la difficulté majeure, c'est qu'on est, s'agissant de cette crise sanitaire, sur une obligation de prudence qui est évolutive. Et vous me posiez la question tout à l'heure dans l'introduction de votre propos, jusqu'où la responsabilité de l'employeur peut-elle aller? C'est compliqué de vous donner une réponse aujourd'hui parce qu'elle aura été forcément différente de la réponse d'il y a 15 jours et qu'elle sera différente sans doute de la réponse dans un mois. Ce qui était vrai il y a 2 mois, on le voit, moi j'entends les pouvoirs publics, j'entends les chaînes d'information continue, j'entends les spécialistes comme le médecin. Ce qui était vrai, entre guillemets, vrai, parce que qu'est-ce qui est vrai au point de vue scientifique? Ce que l'on annonce comme une vérité aujourd'hui n'est pas forcément ce qui était vrai il y a 2 mois. Parce que la connaissance du virus évolue, les recommandations évoluent, et Christine de Bureau parlait effectivement du protocole. Quelle est la valeur juridique de ce protocole? Donc la responsabilité pénale évolue et le risque juridique évolue. Donc le conseil aujourd'hui, c'est celui qui a été formé par Christine Bureau, c'est tracer et sécuriser. Moi je pense qu'il faut vraiment au maximum pour l'employeur, j'allais dire blinder les choses. Ce qui est impérieux de faire, c'est de se ménager la preuve des mesures prises. Il faut évidemment
prendre les mesures, mais ce qu'il faut tout autant, c'est se ménager la preuve, pouvoir prouver dans quelques semaines que l'on a fait ce que l'on devait faire au moment où on l'a fait, avec la connaissance qui était la nôtre. Évidemment, ça passe par la distribution de masques en nombre suffisant. La durée de vie d'un masque est de 5 heures. Il faut que chaque salarié ait un nombre de masques suffisant pour faire sa journée de travail. Et c'est à l'employeur, à mon sens, de fournir ces masques, et ces masques en durée et en nombre suffisant. La question du nettoyage, pour vous dire les choses clairement, c'est mieux si c'est l'entreprise qui le fait. Après, j'entends qu'il y a une espèce de contingence économique qui doit être prise en compte. Est-ce qu'il est plus économiquement plus intéressant pour l'entreprise de nettoyer ses masques ou de fournir des masques en nombre suffisant en imposant aux salariés de ne pas nettoyer ses masques mais de prendre un nouveau masque? Ça, c'est un débat qui doit avoir lieu au sein de chaque entreprise, mais il est impérieux que l'entreprise fournisse ses masques et que ces masques soient efficaces. Évidemment, il faut, à mon sens, une espèce de réunion de retour, c'est-à-dire spéciale Covid, avec une feuille d'émargement. Il faut que l'on puisse ultérieurement pouvoir prouver que tel salarié, l'ensemble des salariés, a été oralement avisé de l'ensemble des mesures qui devaient être prises au sein de l'entreprise par l'employeur. Et ça doit se faire par une feuille d'émargement pour que, en cas de difficulté ultérieure, le chef d'entreprise puisse prouver qu'il a, lors de cette réunion, avisé les salariés des mesures qu'ils devaient prendre. Ça passe, à mon sens, évidemment, par une information sur les gestes barrières. Cette information, elle doit se faire par voie d'affichage. Il faut que dans les entreprises, évidemment, il y ait, lors de la réunion, une explication de ces gestes barrières, mais il faut que dans l'entreprise, dans les couloirs de l'entreprise, dans les pièces communes de l'entreprise, dans les bureaux, j'allais dire dans toutes les pièces de l'entreprise, il faut que les gestes barrières, on a tous reçu, j'allais dire par le gouvernement, des affichettes spéciales coronavirus, il faut que ces gestes barrières soient rappelés dans tous les lieux de l'entreprise. Et je rejoins Christine Dubureau lorsqu'elle indique que le passage d'un huissier est une bonne chose. L'huissier, ça ne va pas vous prémunir du Covid, ça ne va pas vous prémunir d'un risque social, ça ne va pas vous prémunir d'une plainte, ça ne va pas vous prémunir d'un recours au conseil de prud'homme. Mais ça permettra, lorsque vous serez attrait devant le juge d'instruction, parce que ce sont des instructions qui vont être ouvertes, ça vous permettra, lors de votre mise en examen, d'expliquer au juge d'instruction qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus. Moi, les salariés, je les ai reçus. Moi, les salariés, je leur ai expliqué. D'ailleurs, ils étaient présents et je vous prouve qu'ils ont signé cette feuille d'émargement. Moi, j'ai fait venir un huissier dans mon entreprise qui a vu qu'il y avait un certain nombre d'affichettes qui comportaient les gestes barrières et les mesures à respecter. Moi, je ne suis débiteur que d'une obligation de moyens. J'ai fait tout ce que je pouvais au moment où on m'a demandé de le faire. C'est un peu l'approche qu'il faut être, parce que le maître mot en matière de responsabilité pénale sur un risque sanitaire comme celui-ci, c'est se dire qu'un jour, on devra peut-être être amené à prouver devant un juge d'instruction ou devant un tribunal correctionnel que l'on a fait ce que l'on devait faire. En l'état, à l'instant T de la science, dont on a tous compris qu'elle était évidemment, parce que les chercheurs progressent, évolutive, avec une réglementation qui suit avec un temps de décalage l'évolution de la science. Et ce qu'il faut, c'est que les employeurs se tiennent évidemment informés, j'allais dire quasiment à temps réel. Les mesures qui sont prises et qu'ils doivent prendre le sont à l'instant T. Il faudra peut-être qu'elles soient réajustées, mais l'important, c'est qu'ils puissent ménager la preuve de ce qu'ils ont fait, le maximum qui était en leur possibilité au moment où ils ont pris cette décision. Vous me posiez la question sur les prises de température. Moi, je suis extrêmement réticent là-dessus. Je partage, alors évidemment, je suis profane en la matière, mais les réticences du médecin que vous avez interrogé, une prise de température, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut pour autant imputer un salarié qui a de la température à une contamination au Covid? Ça me paraissait quand même un peu tiré par les cheveux. Moi, je suis très réticent, j'allais dire du point de vue professionnel, parce que la température, c'est quelque chose qui est éminemment personnel, c'est une donnée personnelle, et je ne vois pas
que l'employeur puisse imposer un acte aussi intrusif dans les données personnelles de son salarié qu'une prise de température, a fortiori si l'on a compris que ça servait à pas grand-chose si c'était uniquement fait pour prendre la température et qu'on ne pouvait pas en tirer de conclusions particulières. Donc voilà, j'allais dire, aujourd'hui, mon conseil, c'est d'être prudent, être vigilant, se ménager la preuve, parce qu'on n'est pas à l'abri de contentieux. On sait qu'un certain nombre de contentieux sont en train de naître. J'allais dire, mon conseil, si je peux me permettre, c'est aussi d'être optimiste parce que c'est dans l'ADN du chef d'entreprise. C'est un nouveau risque auquel on va devoir s'habituer, avec lequel on va devoir composer. C'est une nouvelle contrainte, il ne faut pas le minimiser, mais il n'y a pas de raison que ça pose des difficultés insurmontables. Merci beaucoup pour ces éléments. J'ai une question à vous poser aussi. Tout à l'heure, vous évoquiez donc la responsabilité du… Je ne vous entends pas très bien. Cette fois, vous m'entendez mieux? Mieux. Merci. Donc, tout à l'heure, vous exposiez donc en introduction la responsabilité du dirigeant d'entreprise, avec aussi l'augmentation des questions autour des risques psychosociaux. Donc, quand le salarié va rentrer dans l'entreprise, je dirais, hein, si j'essaie de schématiser, il y a la partie donc purement réglementaire de s'assurer qu'il est bien protégé et donc de faire signer, je dirais, un émargement qui atteste que la personne a pris possession de tout ce qui est à sa disposition. Et est-ce qu'on peut imaginer aussi, pour justement minimiser ou réduire les risques psychosociaux, d'aller au-delà dans un entretien qui effectivement s'assure du bien-être du salarié par rapport à tout ce qu'il a pu vivre autour du confinement et des questions anxiogènes qui sont dans l'air par rapport à tout ce qu'on peut entendre et appréhender. Oui, alors évidemment, ça dépend de la taille d'entreprise et je peux comprendre que le chef d'entreprise, dans la période actuelle, décide de concentrer son activité sur la production, mais effectivement, ça pourrait être une bonne chose parce qu'on sait que le confinement et l'angoisse qui est liée au Covid-19 a un certain nombre d'effets sur la psychologie des salariés, oui. Bon, alors après, effectivement, dans la dimension d'entreprise, ça reviendra à chaque manager par rapport au nombre de salariés. C'est compliqué, oui, effectivement, c'est compliqué. Je peux entendre le chef d'entreprise qui me dit, écoutez, moi je me concentre sur ma production parce que de par la dégradation économique, moi, je ne peux pas commencer à employer des psychologues pour savoir si tous les matins faire de la calinothérapie. Mais c'est vrai que c'est une vraie difficulté, oui. D'accord. Bien, ben écoutez, je vous remercie beaucoup. Alors que ce soit Docteur Boyer ou Maître Desmarques et Christine, bien entendu. Vous avez un chat où il y a des questions qui ont pu être posées. Eric, je crois que c'est toi qui nous retraduis les questions pour que chacun et chacune puisse y répondre. Est-ce que tu as déjà des éléments à nous apporter? Alors, j'ai quelques questions. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend. Enfin, oui, on t'entend. Alors, oui. Une question pour Maître Desmarques, parce qu'on a parlé de la responsabilité de l'employeur vis-à-vis des salariés. Par contre, quelle responsabilité par rapport aux clients que l'on reçoit dans l'entreprise? Alors là, la difficulté n'est pas du tout la même, puisque le client qui est reçu dans l'entreprise est un tiers à l'entreprise. C'est-à-dire qu'il n'est pas lié par la relation de travail qui lie le salarié à l'entreprise. Donc, la responsabilité en cas de contamination, j'allais dire, il faudrait quand même que le client prouve, et ça me paraît compliqué, j'allais dire au niveau scientifique aujourd'hui, il faudrait que le client prouve qu'il a attrapé le Covid-19 en venant très précisément à ce moment-là, dans ce magasin où le chef d'entreprise n'avait pas pris les mesures nécessaires. Donc, je pense que ça c'est de l'ordre du fantasme. Également une question de Sandra, donc pour Maître Desmarques également. Un salarié qui présente une anxiété à la reprise de l'activité alors que l'employeur a tout mis en œuvre, quel recours il peut avoir face à… L'employé refuse de reprendre son travail, quel recours peut avoir l'employeur? Alors, cette question, c'est plutôt à Mme Desbureaux qu'il faudrait la poser parce que moi, je ne fais que du droit pénal. Je ne vois pas de matière pénale là-dedans. Là, c'est un litige qui se réglerait devant le Conseil des prud'hommes et c'est un litige qui est inhérent à la relation de travail.
Alors, sur ce point, effectivement, on va se retrouver confronté à des salariés qui ne veulent pas reprendre ou qui trouvent des stratagèmes, des explications pour ne pas reprendre. Là encore, hein, si l'employeur a mis tout en œuvre dans l'entreprise pour sécuriser son salarié, il n'y a aucune raison que ce salarié s'y oppose. Je pense que l'entretien d'accueil est important, comme le rappelait Laurence en introduction. Pourquoi le salarié ne veut pas revenir? Quelles sont ses peurs? D'expliquer les peurs peut-être, hein, parce que vous avez des personnes qui sont chez eux depuis 8 ou 9 semaines maintenant et qui peut-être comprennent pas ce qui se passe, ont plus de travail, ont moins de ressources et peuvent peut-être être effrayés de cette situation. Donc je pense que l'entretien d'accueil, c'est un point de départ. Pourquoi il ne veut pas revenir? Quelles sont les mesures qu'on va pouvoir mettre en œuvre à l'appui de cet entretien pour le sécuriser? Et si on ne peut pas aller au-delà, bah, c'est peut-être de constater qu'il est en absence injustifiée, puisqu'à un moment donné, l'employeur, alors oui, on a le recours à l'activité partielle, mais l'activité partielle, son usage, on va devoir s'en justifier, nous, chefs d'entreprise. Hein. Si on a demandé de l'activité partielle, c'est parce qu'on a une baisse d'activité et pas parce que nos salariés ne veulent pas travailler. Hein. Donc, il faut bien faire la différence entre les deux. Je pense qu'il est important de ne pas mélanger les choses. Moi, il y a une question là sur le chat que je reprends sur le cas d'un parent qui ne veut pas mettre un enfant à l'école, dont l'école ne peut pas fournir non plus justificatif parce qu'elle peut accueillir l'enfant. Que doit-on faire? Laisser demander aux salariés de poser des congés, lui demander de revenir au travail? Même situation, hein. Pourquoi ce salarié ne veut pas mettre son enfant à l'école? Ça, vous n'allez pas le régler, ça ne se fait pas dans l'entretien d'accueil, ça peut être identifié comme une cause, mais pour autant, vous ne pouvez pas vous la gérer en entreprise. Je pense que pour le coup, on va demander aux salariés évidemment, de prendre des dispositions qui lui sont propres et du coup de poser des congés, par exemple, et donc d'initier, ce sera aux salariés cette fois d'initier la demande de congé, auquel cas, là aussi, vous ne serez pas en mesure de l'indemniser au titre de l'activité partielle parce que vous ne justifiez pas de cette attestation. Ce qui est très important dans ce que tu dis, Christine, c'est qu'il faut rappeler quand même que l'entreprise ne peut pas tout gérer. Hein, et si effectivement, grâce à l'entretien d'accueil, on décrypte qu'il y a vraiment des personnes qui sont sous l'emprise d'une anxiété qui pourrait être un empêchement à venir travailler, et ben, à ce moment-là, il faut réorienter. Il y a des cellules d'écoute, hein, il y a des numéros qui ont été mis en place par le gouvernement pour permettre justement que toutes ces personnes qui pourraient être très en difficulté puissent s'exprimer avec des spécialistes sur le sujet. Vous pouvez réorienter, mais vous ne pouvez pas prendre en charge toute la problématique individuelle de chaque individu au détriment de la vie de votre entreprise. Moi, une réflexion de Sophie suite à l'intervention du docteur Boyer. Le docteur Boyer précise qu'il faut respecter les mesures pour l'ensemble et protéger les personnes âgées et les personnes à risque. La question, c'est quelles personnes sont à risque? Les personnes qui sont à risque sont des personnes qui ont des facteurs d'obésité et d'hypertension. Il est maintenant reconnu que ces personnes, si elles attrapent le virus du Covid, sont plus à même de faire des complications. Alors moi, je compléterai cette réflexion. Là encore, l'employeur ne doit pas s'immiscer dans la vie privée du salarié et surtout pas dans son état de santé. Hein. C'est propre à la médecine et aux médecins du travail en particulier. Et s'il y a un doute, il y a une question dans le fil d'actualité sur ce sujet de salariés qui voudraient reprendre alors que vous les connaissez comme étant des salariés à risque. Moi, je vous invite à les faire passer d'abord par la médecine du travail. Et c'est le médecin du travail qui jugera si oui ou non ce salarié doit être écarté des effectifs et placé en activité partielle parce qu'il est à risque. Mais surtout, là, attention, pas de jugement. Et puis, je pense notamment à l'obésité. Oui, on a peut-être des salariés obèses. Ce n'est pas à vous de poser le constat. C'est au médecin du travail. Vous pouvez inviter le salarié à consulter aussi son médecin, mais c'est le médecin du travail qui, dans le cas d'un salarié qui veut reprendre, jugera si oui ou non il est opportun de faire travailler ce salarié. Une question d'Isabelle. Pour les trajets domicile-travail, surtout dans les transports en commun, les masques sont-ils à la charge de l'employeur? Donc plus une question pour Christine, peut-être. Moi, je considère que le masque, il doit être financé pour le lieu de travail. Charge au salarié ensuite de s'équiper lui-même sur ses trajets pour venir travailler.
Alors, ce serait peut-être différent d'une situation, je prends l'exemple d'une entreprise de propreté qui fait circuler ses salariés d'une entreprise à une autre. Bah oui, sur le trajet, parce qu'il va peut-être utiliser les transports collectifs pour se rendre d'une entreprise à une autre, on va peut-être financer les masques. Mais dans les autres cas, dans ce cas, il faudrait aussi fournir les masques pour aller faire les courses, pour se nourrir. Enfin bon, je pense que le masque doit se limiter à 2 à 3 masques par jour et on fournit des kits au début de journée pour l'utilisation des masques. Là aussi, il faut l'organiser, peut-être les marger aussi. Mais en tout cas, je pense que dans les transports collectifs, c'est à la charge du salarié. Comme le gel hydroalcoolique, on doit se désinfecter les mains. Là aussi, dans les transports collectifs, c'est à la charge des salariés. Je vais synthétiser plusieurs réflexions, c'est surtout sur les gardes d'enfants à l'école. Quand on ne peut pas obtenir de certificatif de la part de l'école, quel document officiel peut justifier du fait qu'on soit obligé de garder son enfant ou autre? Dès lors que l'enfant peut être scolarisé, alors il y a les crèches aussi, il y a peut-être les crèches qui ne pourront pas accueillir. Donc là, les crèches vont fournir des attestations. Si l'enfant est inscrit à la crèche et que la crèche ne peut pas l'accueillir, ils vont fournir un document. Les écoles, même chose. Après, il y a le cas des enfants, peut-être aussi, eux aussi, potentiellement à risque. Là, même chose, c'est le médecin qui va fournir une attestation aux parents, qui lui-même le fournira à son employeur. Je dirais qu'en dehors de ce cas de l'école qui ne peut pas accueillir, on n'a pas de justificatif autre que celui-là. En tout cas, je n'en vois pas. Je rebondis là-dessus sur une remarque aussi qui m'a été posée. On m'avait dit qu'on me la poserait dans le fil. Je ne sais pas si ça a été posé. Là, on a peut-être des entreprises qui n'avaient pas sollicité l'activité partielle, mais qui le demandent là dans le cadre des salariés qui sont contraints de garder leurs enfants ou en confinement. Et vous savez qu'en cas de recours à l'activité partielle, il est compliqué de recruter des CDD ou des intérimaires parce que, eh bien, on est censé d'abord occuper les salariés qui sont en baisse d'activité avant de recruter des contrats de courte durée. Je dirais que là, on est confronté à une autre problématique qui est de devoir remplacer des salariés qui sont absents et pas qui sont en situation d'activité partielle. Le système d'activité partielle, c'est le système qui permet de les indemniser. Mais en réalité, ils sont absents. Donc, si vous êtes amené à recruter des CDD parce que l'activité doit se poursuivre, malgré l'absence de ces salariés qui doivent s'éloigner de l'entreprise parce qu'ils ont des contraintes personnelles au titre de la garde d'enfants, moi, ma seule recommandation juridique, c'est de bien mettre en place des CDD de remplacement qui justifient qu'on vient remplacer Monsieur Durand qui est contraint de garder ses enfants pour de telle à telle période. Et là, vous avez un motif qui est valable et qui justifie que vous puissiez recruter en CDD. Mais attention, le recours à l'intérim et au CDD face à une activité partielle doit être très largement limité puisqu'on ne peut pas faire recours à des aides de l'État et appeler d'autres salariés en renfort qui ne seraient pas des salariés de l'effectif de l'entreprise. C'est complètement incohérent. Toutefois, on est quand même dans une situation particulière face à ces demandes d'activité partielle pour ces deux cas, le confinement parce que je dois me protéger et la garde d'enfants. Une question de Nicolas. Est-il possible de formaliser l'obligation d'informer l'employeur de la présence d'un cas dans l'entourage proche? Ça fait partie du protocole national où, en fait, on doit demander aux salariés de se déclarer. Alors, dans le protocole, on nous dit le salarié doit se déclarer s'il est atteint du Covid. Et le docteur Boyer peut peut-être intervenir sur ce sujet, notamment sur ce qu'a mis en place l'ARS, sur le recensement des personnes qui auraient été en contact avec cette personne. Alors, pour le moment, donc, le gouvernement met en place ce tracing, ce qu'on appelle le tracing, qui est en effet sur la plateforme Amélie Pro, la Caisse primaire d'assurance maladie, où le patient qui est Covid positif, donc avec une PCR positive, va déclencher une enquête de proximité par la Caisse primaire d'assurance maladie. Donc, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout. C'est une relation directe entre le patient et la Caisse primaire d'assurance maladie et la plateforme qui va être mise en place. Ce qui, du coup, désengage un petit peu pour moi l'employeur sur son obligation de recenser. D'ailleurs, je pense que le recensement n'est même pas… Alors, pour essayer de répondre à cette question, l'employeur, Amélie Pro, on ne peut s'y connecter que avec une carte professionnelle de santé. Donc, évidemment, l'employeur ne peut pas ni renseigner, ni évidemment accéder.
je rappelle quand même que en ce moment, il est important de rappeler que quand même le Covid est une maladie et que le secret professionnel médical s'applique à toutes les maladies, dont le Covid. Très bien. Très bien, merci. Eric, il y a d'autres questions? Il y a plein, oui, il y a d'autres questions. Par exemple, on a peut-être un peu répondu tout à l'heure, mais lorsque l'école ne prend pas en charge l'enfant, a-t-on le droit de faire appel à de l'intérim pour remplacer cette personne? Oui, oui, je viens d'y répondre, oui. Je viens sur le recours. En tout cas, la réponse, c'était motiver vos recours à l'intérim et au CDD par un motif de remplacement d'un salarié qui est absent parce qu'il garde ses enfants et indemnisé au titre de l'activité partielle. Là, j'ai une question d'Isabelle sur l'indemnisation de l'activité partielle. Aujourd'hui, il y a dans les tuyaux, alors il n'y a rien d'officiel, on nous dit que l'indemnisation de l'activité partielle de l'État va être réduite et ne serait plus de 100% comme elle l'est aujourd'hui, en tout cas 8,03 à 4,5 SMIC. Là, c'est effectivement une mesure qui n'est pas encore retranscrite aujourd'hui dans les textes, mais on nous annonce effectivement qu'à compter du déconfinement et de la possibilité d'accueillir les enfants à l'école, il serait mis en place une baisse de l'indemnisation des employeurs. Il est évident qu'aujourd'hui, ce qu'a mis en place le gouvernement, c'est très important hein, de prendre en charge 84% du salaire net d'un salarié, c'est énorme. L'enveloppe est énorme et il faut quand même inciter à la reprise économique. Je pense que c'est un des moyens pour l'État de relancer l'économie en baissant l'indemnisation. Alors ça veut dire quoi? L'employeur va lui toujours être contraint d'indemniser ses salariés à 70% du salaire brut avec un minimum qui est le SMIC net. Donc, pour les salariés qui sont à plus de 11 €, l'employeur va payer plus que ce qu'il ne va lui être remboursé par l'État, parce que je pense que l'État va repasser sur une indemnisation forfaitaire qui était la situation avant la crise du Covid. Donc, les entreprises de moins de 250 salariés étaient indemnisées à raison de 7,74 € de l'heure, de manière forfaitaire, quel que soit le niveau de rémunération du salarié. Et pour les plus de 250, on était à 7,23 € de l'heure. Donc, je pense que le gouvernement... Alors, soit ils iront jusque-là, ou ils mettront peut-être en place un système intermédiaire, mais en tout cas, il est effectivement prévu que l'indemnisation des employeurs soit revue à la baisse dans les prochaines semaines. Je pense qu'il faut s'attendre à ça, à mon avis, au 1er juin. D'autres questions, Eric? Alors, une question d'Arnaud. Bon nombre de nos salariés à risque souhaitent reprendre le travail. Nous avons mis en place des gestes barrières dans l'entreprise. Comment sécuriser l'entreprise, sachant que nos médecins du travail ne sont pas compétents pour délivrer des certificats d'isolement et que les médecins traitants rechignent à délivrer des certificats de reprise? Est-ce qu'une attestation sur l'honneur du salarié est-elle juridiquement suffisante comme justificatif? C'est une bonne question. Je pense qu'il faut quand même impliquer les médecins traitants, quoi. La pathologie telle qu'il il y a des textes qui sont sortis hein, pour définir qui était une personne à risque avec tous les cas de maladie. Hein. Je pense que c'est quand même là il faut réécrire à son médecin du travail en lui demandant de se prononcer hein, sur puisque l'employeur n'est pas censé être au courant des pathologies de son salarié. On a parfois des salariés qui sont malades dans l'entreprise et on ne le sait pas. Seul le médecin du travail parfois le sait ou le médecin traitant. Donc là, chacun de ses organes prenne ses responsabilités. Mais c'est pas là à l'employeur de s'engager sur une reprise d'un salarié qu'il considère. Après, si le salarié veut à tout prix reprendre et que vous n'êtes pas au courant de cette pathologie ou vous ne l'êtes qu'indirectement parce qu'il y a des bruits de couloir qui laissent entendre qu'il a une pathologie, vous ne pouvez pas être responsable de cette situation. Si le médecin du travail le considère apte et que son médecin lui refuse un arrêt de travail. Hein. Enfin, je ne sais pas quels sont les avis des autres experts ici présents, mais... Non, je partage, il est apte ou il n'est pas apte, mais à partir du moment où il est déclaré apte, il n'y a pas de raison particulière que le personnel médical ne prenne pas ses responsabilités. Voilà. Alors après, c'est des questions, on a répondu lors de la visioconférence. Par contre, des personnes demandent si la visioconférence sera disponible. Alors, on n'a pas prévu de support, hein, comme vous l'avez vu, on l'a souhaité vraiment
plutôt sous la forme d'un échange. Je trouve que les PowerPoint, parfois, ça peut aussi bloquer un petit peu dans le fonctionnement. Donc, il n'y a pas de support. Par contre, la visio a été enregistrée et sera disponible sur notre chaîne YouTube dans les prochains jours. Je pense que début de semaine prochaine, elle sera mise en format diffusable sur les réseaux sociaux. Alors, s'il n'y a plus de questions, moi, je vous partage à nouveau ce lien, puisque comme on le disait en introduction, cette conférence est gratuite et Expert RH a souhaité soutenir, ainsi que les 4 conférenciers, soutenir l'hôpital d'Amiens qui a mis en place. Alors, docteur Boyer, vous pouvez peut-être nous en dire plus sur ce dispositif? Vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, donc le CHU d'Amiens a mis en place la possibilité de faire des dons avec une volonté claire que ce soit totalement transparent. Vous verrez quand vous vous connectez sur le site, vous avez la possibilité de flécher le don, c'est-à-dire que vous pouvez soit l'orienter vers la recherche, soit l'orienter vers du matériel avec une liberté totale et avec évidemment un suivi. La directrice et CHU s'engagent à tracer les actions et faire des retours sur l'avancée des différents dons. Voilà, donc n'hésitez pas, vous avez le lien ici, vous le retrouverez également sur notre page Facebook et LinkedIn. Voilà, c'est une manière pour nous de contribuer également dans cet engagement de résoudre au plus vite ce problème sanitaire. D'ailleurs, je crois, docteur Boyer, que l'hôpital d'Amiens était à l'initiative du test de sérologie qui se fait en 45 minutes. Il n'y a pas eu quelque chose là-dessus? Question piège. Non, pas de question piège. En effet, le professeur Castelin a travaillé énormément et continue à travailler énormément. Et en effet, il y a un travail autour de ça qui va être rendu, oui, tout à fait. Très bien. Bien, et moi, je vous remercie à tous et je vais laisser Laurence conclure. En tous les cas, merci à nos intervenants pour la qualité de leurs interventions. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre présence, parce que pour nous, c'est aussi le sens qu'on met tous les jours à notre travail. Merci à l'équipe d'Expert RH. Alors, comme ça avait été dit au tout début, on laisse passer quelques semaines, 2 à 3 semaines, et on vous redonnera rendez-vous pour, au regard des retours d'expérience que vous aurez eu, pouvoir répondre encore plus près à vos besoins et à vos préoccupations et être à vos côtés. Donc, bonne reprise à toutes et à tous. Protégez-vous et continuez à en vivre parce que c'est un élément essentiel. Bien, bon week-end. Profitez des 3 jours pour vous préparer. La vie continue un peu différemment, mais rappelez-vous, même derrière un masque, on peut sourire. Bonne journée à tous. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir, merci.